à tous, merci d'être venus ce soir pour cette conférence sur le thème de la préservation de la biodiversité à travers le prisme de la science. Et merci à Web Conferences de nous avoir permis de co-organiser cette conférence. Donc, je travaille chez Socience, qui est une entreprise sociale créée en 2014 et qui vise globalement à rapprocher les mondes de la recherche scientifique et de l'impact social. Alors pourquoi le sujet de la préservation de la biodiversité ce soir? Je pense que vous avez tous lu, vu, entendu ces chiffres alarmants dans la presse sur la biodiversité. Quelques-uns par exemple, notamment plus de la moitié des populations de vertébrés qui ont disparu en 40 ans, près de la moitié des récifs coralliens qui ont disparu au cours des 30 dernières années et d'ici à 2050, ils seront dans leur quasi-intégralité menacés de disparition. Ou encore, un universitaire australien a déclaré ce mois-ci que si rien ne change, d'ici 50 ans, la moitié des insectes vont disparaître et d'ici 100 ans, il n'y en aura plus. Donc cet effondrement de la biodiversité qui, par un effet domino, met en péril tout l'écosystème, y compris nous, les humains. Ces chiffres soulignent en effet les dysfonctionnements et la fragilité de notre écosystème, alertent une partie de la population, comme vous, et en premier lieu aussi la communauté scientifique qui produit ces chiffres. Une communauté scientifique qui est trop souvent cantonnée au rôle de lanceur d'alerte. Et nous pensons, nous, chez Socience, que les scientifiques ne doivent pas être réduits à ce rôle. Et ils ont aussi des solutions à proposer pour préserver la biodiversité. Alors donc nous allons ce soir avec nos intervenants explorer justement quelles sont ces solutions que proposent les scientifiques. Pour cela, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir 3 intervenants prestigieux. Je vais leur demander de venir s'installer avec moi sur la scène. Alors à côté de moi, Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité marine. Vous intervenez régulièrement dans les médias pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie et vous effectuez vos travaux de recherche au sein de l'unité biologie intégrative des organismes marins dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez été président du Muséum national d'histoire naturelle à Paris de 2009 à 2015. Vous avez également été élu professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et société. Et enfin, vous présidez également le conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Nous avons aussi parmi nous Kim Nguyen. Vous êtes docteur en agronomie, expert sur les causes de mortalité des abeilles. Vous participez aussi, comme ce soir, à de nombreux événements de sensibilisation d'information sur le sujet, notamment lors de la Semaine européenne de l'abeille et de la pollinisation au Parlement européen. Donc vous êtes le co-organisateur et le directeur scientifique. Vous avez fondé en 2012 une entreprise sociétale en Belgique, Biodiversity, avec la volonté d'agir pour la préservation des abeilles. La mission de l'entreprise, améliorer le bien-être environnemental et humain par la préservation de la biodiversité, la réduction de la pollution et la mise en place d'une agriculture durable. Et pour ce faire, vous conseillez et accompagnez les entreprises et les collectivités publiques, tout en veillant aussi à fédérer et à sensibiliser l'ensemble des parties prenantes. Et nous avons également avec nous Anne Dosière. Vous êtes chercheuse en écologie. Vous avez rédigé votre thèse sur la conservation de l'écureuil roux en France. Et vous êtes actuellement directrice de Viginature, un programme de sciences participatives porté par le Muséum national d'histoire naturelle. Un programme ouvert à tous les curieux de nature, du débutant au plus expérimenté. Vous vous appuyez sur des protocoles scientifiques et vous proposez à des réseaux d'observateurs volontaires de contribuer à la recherche sur la faune et la flore en France. Alors avant de commencer la conférence, dans un premier temps, juste quelques infos sur le déroulé. On va dans un premier temps, pendant 45 minutes, échanger tous les 4 pour décrypter le sujet. Et ensuite, je me tournerai vers vous dans la salle pour que vous puissiez poser aussi vos questions aux intervenants. Donc n'hésitez pas à les noter au fil de l'eau de la conférence. Et mon rôle sera aussi de tenir le timing. Donc, je n'hésiterai pas à vous signifier si vos interventions sont un petit peu trop longues, et ce, dans l'intérêt de la conférence. Si c'est bon pour vous, on peut commencer. OK. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Gilles Boeuf. Quelques questions assez larges pour cerner les enjeux liés à la préservation de la biodiversité. On parle d'effondrement de la biodiversité, de 6e extinction de masse. Qu'est-ce que cela veut dire et quelles espèces sont concernées et à quel rythme?
Alors, en fait, on parle beaucoup d'extinction, alors que nous ne sommes pas du tout dans une époque d'extinction aujourd'hui. Je ne connais pas une seule espèce qui s'est éteinte en France dans les années écoulées. On est dans un système d'effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes. Il faut bien expliquer ça aux gens. Hein. Il s'effondre. Il nous reste la moitié des éléphants sur 40 ans. Tout à l'heure, tu parlais très justement de 60 ans d'effondrement des vertébrés, donc des poissons jusqu'aux mammifères. C'est les papiers sur les insectes. Très récemment, il y a eu le papier allemand l'an dernier, 1 an et demi, qui disait qu'on avait perdu en 27 ans 75% de tout ce qui volait. Il y a un papier australien qui sort la semaine dernière, qui a fait énormément de bruit, qui est relayé par tous les médias et qui nous disent que c'est partout pareil. Hein. Où qu'on soit, les insectes s'effondrent. En nombre d'individus dans les populations, il n'y a pas que les abeilles, c'est tout le reste aussi. Alors, ce qui veut dire que les oiseaux aussi, on trinque aussi, parce que les oiseaux dans les terres agricoles, même les granivores utilisent à un moment de leur cycle des insectes. Donc si les insectes disparaissent, les oiseaux aussi partent aussi avec. Donc on est dans une situation aujourd'hui où la relation humain-nature est vraiment pas au beau fixe du tout, parce qu'on ne s'occupe pas des autres, on s'occupe que de nous en fait, hein, pour des raisons qui sont, on détruit les écosystèmes, on les surexploite, on les pollue, c'est le drame de l'époque actuelle. Hein. On dissémine tout partout, et puis enfin le climat qui change, et le climat qui change, bien sûr. Que le climat change, c'est pas un problème, mais il change beaucoup trop vite. Tout ça affecte le vivant, et ce qu'on oublie aussi, c'est que le vivant qui s'en va affecte le climat en retour. On a fait des travaux sur les pêcheries de Namibie ou du Chili. Si vous pêchez tous les pélagiques, vous changez la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique, c'est pas inintéressant, et on sait depuis longtemps que sur la forêt, si la forêt s'en va, il ne pleut plus. Donc tout ça mis bout à bout explique la situation. Et je terminerai sur une toute petite phrase. Nous sommes dedans, pas à côté. Hein, parce qu'on me dit tout le temps, l'humain, il est là, la nature est à côté. On est dedans. Hein, on est fait de bactéries. Un corps humain, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines. De flotte. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau. Hein. Alors, si on est fait d'eau et de bactéries, ça devrait rabattre un peu le caquet à l'humain. Et puis en plus, tous les matins dans notre lit, parce qu'on y a dormi, il y a 1 million d'acariens. Voilà. Nous sommes jusqu'au cou dans la biodiversité. On ne peut pas s'en passer. Donc on doit être beaucoup plus respectueux d'elle que ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, face à ce constat, pourquoi aujourd'hui on semble pourtant démunis et impuissants et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à agir? Pour une raison très simple, c'est que j'étais au Sénat ce matin, puisqu'on avait une audition avec Isabelle Autissier, et on l'a bien vu, le temps politique n'est pas du tout le temps en fait de la nature. C'est Groucho Marx qui avait dit à une époque, il avait dit « Mais pourquoi j'irais faire quelque chose pour mes descendants, ils n'ont jamais rien fait pour moi ?» Voilà. Hein, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, on ne s'occupe pas. Alors c'est pour ça que je soutiens beaucoup le mouvement des jeunes en ce moment. On va être en grève tous après-demain là. Et c'est vrai que le monde politique s'en empare pas pour 2 raisons. D'abord, on a peur, on a la trouille du climat qui change. On n'a pas peur de l'effondrement du vivant. Et pourtant, c'est largement aussi important. Et le climat, aujourd'hui, il faut s'en occuper. Hein, mais il cache un peu la situation des biodiversités. Et le monde politique s'en est pas emparé. Ils savent pas ce que c'est. C'est quoi la biodiversité sur une phrase? C'est la partie vivante de la nature. Quand la Terre se forme, il y a 4,6 milliards d'années, hein, il y a du vent, il y a un océan, il y a des falaises, il y a des séismes, il y a des volcans. Il n'y a pas de vivant. C'est quand la première cellule se différencie dans l'océan, à peu près vers 3,9 milliards d'années, que le vivant apparaît. Et ce vivant, c'est la partie vivante de la nature. Et elle est essentielle. On ne mange que ça, on ne coopère qu'avec ça. Donc pourquoi on ne s'en préoccupe pas? D'abord parce qu'on ne saisit pas l'ampleur du désastre. Et puis deuxièmement, c'est clair aussi que les mesures à prendre vont être payantes avec un certain temps de délai. Et le monde politique est habitué à la rapidité. J'avais souvent dit à un homme politique célèbre, je ne vous dirai pas qui, il me dit « Mais est-ce qu'une démocratie peut régler ça ?» Je dis « Oui, si on n'est pas obsédé par sa réélection. » Parce que les mesures à prendre sont difficiles, elles sont courageuses, elles sont impopulaires. Et sur les gilets jaunes, on a un très bel exemple. On veut faire croire à ces gens-là que l'écologie, c'est un sport de riches. Ça n'a pas de sens. Qui va trinquer en premier? Ce sont eux. Donc on est vraiment sur un système aujourd'hui où le monde politique ne prend pas la mesure de l'ampleur de la situation et puis effectivement ne la met pas au niveau qu'il faudrait prendre. Hein. On avait lancé un appel dans le monde à la fin du mois d'août 2018 où on disait « Nous ne ferons plus jamais confiance à tous les gouvernements, quels qu'ils soient, qui ne mettent pas en priorité les questions de vivant et de climat. » Et on ne prend pas ce chemin-là parce que pour l'instant encore, ils ne sont pas formés. Je terminerai sur un énarque qui n'a pas fait 1 heure d'écologie dans sa vie. Alors qu'il va prendre des décisions tous les jours sur l'extension d'un port, l'extension d'une porcherie, par exemple. Il faut mettre de l'écologie à l'école primaire, en CP, dans toutes les écoles d'ingénieurs. Il faut voir que dans les gens cultivés, les climato-sceptiques, c'est souvent des ingénieurs, hein, parce qu'ils sont persuadés que leur technologie va résoudre les questions que l'on rencontre. C'est archi faux. Par exemple, il n'y a plus d'abeilles, on fait des drones, c'est tellement mieux. Sauf que les drones ne savent pas faire de miel, pour commencer. Hein. Donc, tout est comme ça. La situation, elle est là, c'est une incompréhension entre l'urgence de la situation et les mesures à prendre. Et pour ça, il faut les pousser au derrière. Ça viendra le changement du bas, pas du haut. Merci. Alors, un autre chiffre sur les insectes. Selon une étude publiée dans la revue Biological Conservation en fin janvier,
La proportion d'espèces d'insectes en déclin, soit un peu plus de 40%, est 2 fois plus élevée que celle des vertébrés. Or, c'est vrai que quand on parle de biodiversité, le sort des grands mammifères capte plus souvent l'attention que celui des insectes. Je me tourne vers vous, Kim. Si les insectes venaient à disparaître, quelles seraient les conséquences pour les écosystèmes ? En réalité, elle serait énorme. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est que les gens ne le voient pas en direct. Ce sont ce qu'on appelle des services écosystémiques. C'est des services que les insectes vous rendent sans qu'en réalité, vous n'ayez le contact avec l'insecte ou presque avec ce qu'il vous apporte. Et vous n'êtes même pas conscient qu'il vous apporte quelque chose. Donc il y a 1 300 000 espèces d'insectes qui ont été estimées à l'heure actuelle à la surface du globe. En fait, il y a même 80 millions. On estime qu'il ne reste que 80 millions, ce qui est juste énorme. En réalité, ils font partie de la chaîne alimentaire, c'est ce qui a été dit avant. Donc ils sont très importants pour les oiseaux. C'est eux qui régénèrent le sol également en partie. C'est eux qui participent à la pollinisation, si on parle des abeilles. On pourrait parler de l'abeille domestique, mais en France, vous avez 1000 espèces d'abeilles, donc elles sont toutes à préserver également. Et elles contribuent à la pollinisation, c'est la fécondation des plantes. C'est ce qui fait que nous tous, ici, eh bien, on a des fruits, on a des légumes dans nos assiettes. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus direct. Si je vous disais, par exemple, que si j'enlevais l'ensemble des pollinisateurs, eh bien, vous mangeriez quelque chose de totalement différent, que le taux de mortalité humaine augmenterait, eh bien, je pense qu'à partir de là, on commencerait à bouger. Et à quoi est due la disparition de ces espèces ? On parle beaucoup des pesticides, est-ce que c'est la seule raison ? Alors c'est une question fort intéressante, ayant travaillé sur la mortalité des abeilles, mais pour les insectes, on est dans le même cas globalement. On va beaucoup entendre parler dans les médias d'un ou deux pesticides. La réalité, c'est que c'est plus complexe. La première cause d'ailleurs qui est citée, c'est souvent la perte d'habitat, c'est-à-dire notre environnement est de plus en plus anthropisé, urbanisé, l'agriculture intensive, et on enlève toute cette partie naturelle. On ne peut pas mettre de côté la pollution, mais la pollution, ce n'est pas juste les pesticides. Il faut savoir qu'on en utilise des centaines à l'heure actuelle, et on n'en utilise pas juste un ou deux, on en utilise des centaines, et derrière ça, il y a aussi toute la pollution qu'on a au niveau industriel, par exemple, mais même au niveau des déchets ménagers que nous produisons nous, ici en tant que citoyens. Alors, au-delà de l'habitat, et de ceci, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont cités, mais que je dirais moindres, comme des pathologies. On oublie que les insectes, il y a des pathologies, il y a des maladies, et ils sont importants également, comme nous pouvons être malades également. Et donc vous êtes expert des abeilles, on l'a dit tout à l'heure. Chaque année en France, 30% des colonies d'abeilles disparaissent contre 5% il y a 20 ans. Donc effectivement, on mentionne souvent les pesticides. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur les causes et les conséquences de la disparition des abeilles ? Comme vous l'avez dit au début, je suis directeur scientifique de la Semaine européenne de l'abeille au Parlement européen, où depuis 7 ans, on travaille vraiment à solutionner ces problématiques, à identifier les causes. Donc je faisais partie d'un groupe de 300 chercheurs de 62 pays, et j'étais un des 9 chairmen dans ce groupe. Les causes principales, c'est en fait le manque d'alimentation. Pour les pollinisateurs, c'est la biodiversité à nouveau. Ils n'ont pas de ressources suffisantes pour s'alimenter, ils ont besoin de pollen, donc des acides aminés, des protéines, ils ont besoin de sucre, de l'énergie, ça c'est le nectar qu'ils vont retrouver sur les plantes, et si on n'a pas en suffisance, malheureusement, ils ne peuvent pas se développer correctement. Tout ça, c'est la biodiversité en général. Ensuite, il y a toute la pollution, donc ce que j'ai cité précédemment, et toutes les pathologies. On oublie souvent qu'il y a des bactéries, ça a été dit tout à l'heure, il y a des virus, il y a des champignons, il y a d'autres acariens qui sont aussi susceptibles de s'attaquer aux insectes, et c'est le cas chez les abeilles. Alors ça paraît complexe, on parle de mortalité des abeilles, mais c'est pour ça que depuis la fin des années 90, ça a commencé ici en France, on a beaucoup parlé dans les médias, c'est pour ça qu'elles meurent toujours, c'est qu'on doit être capable de travailler sur l'ensemble des facteurs simultanément et tous ensemble si on veut solutionner ce genre de problématique. Ok, merci. Alors ici dans la salle, on est principalement tous des urbains, vivant à Paris ou en région parisienne. Donc là, je m'adresse à vous tous. Quels sont pour vous les enjeux de la préservation de la biodiversité en ville par rapport à la campagne ? Moi, je vais juste être bref. C'est qu'en fait, il faut déjà considérer la biodiversité dans les zones urbaines. On sait qu'en 2050, on sera 10 milliards de personnes à la surface de la Terre, 7 milliards dans les villes. Les mégapoles vont augmenter. Si on ne pense pas déjà intégrer la biodiversité maintenant, il sera trop tard. J'ai l'expérience de Paris, je ne suis pas du tout des grosses villes, et j'ai une stratégie qui est sensibiliser, informer, agir. Malheureusement, on est encore trop dans la sensibilisation et pas assez dans l'information et dans l'action de terrain, dans le changement. Et ça, c'est un vrai problème. Beaucoup de gens me parlent d'expérience de nature. On doit être au-delà de l'expérience de nature, on doit être l'action sur le terrain maintenant, je pense. Oui, ça vient d'être dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 80% de la population en Europe qui vit dans des villes, et on passe en moyenne 90% de nos journées dans des bâtiments. Donc il y a effectivement un problème d'extinction d'expérience de nature et de déconnexion des citadins à la nature. Et moi, je crois que l'enjeu, il est quand même très très fort là-dessus.
de reconnecter en fait les citadins à la nature et puis de pouvoir sensibiliser aux enjeux de la nature. On sait aussi, et les études le montrent, que la biodiversité en ville, ça contribue au bien-être et des citadins, et ça je pense que c'est aussi très important. C'est vrai que c'est des espaces quand même que sont les villes qui sont déjà très dégradés, dans lequel effectivement on a une biodiversité qui va déjà être très impactée. Moi, je trouve que l'enjeu, il est vraiment très fort, effectivement, sur remettre de la biodiversité en ville pour la sensibilisation. Il y a un aspect aussi, vous vous rappelez la canicule en France, c'était les 2 premières semaines d'août 2003, 15 000 morts, 100 000 morts en Russie en 2010. On n'a pas parlé, c'était des Russes, tout le monde s'en foutait, mais il y a eu 100 000 morts en Russie en 2010, hein, sur des vagues de chaleur. Et je travaille beaucoup en ce moment avec certains maires de grandes villes sur les îlots de chaleur. Vous pouvez avoir 7 à 8 degrés d'écart au sein de la même ville à 200 mètres d'écart, simplement parce que vous avez des arbres ou pas. Et vous survivez là où il y a des arbres, vous mourrez là où il n'y en a pas. Donc ça, c'est une question absolument essentielle. Le retour du vivant en ville est absolument essentiel. Alors, produire de l'agriculture en ville, je ne suis absolument pas contre. Bon, on ne va pas alimenter les grandes villes avec ça, mais ça relie, comme tu disais exactement à l'instant, le citoyen à cela. Je me rappelle un petit garçon sur les toits de Paris un jour qui disait, mais on avait fait des radis avec une jeune fille qui avait eu le prix d'ailleurs des femmes de Paris. Il disait, ah mais les radis, ça ne pousse pas en botte. Non, il faut les mettre en botte, tes radis, quand on les a récupérés. Et où je trouve le sel? On en est là aujourd'hui, en fait. Hein. Donc, tout ce qui sera fait sur le retour du vivant en ville sera essentiel. Et on aurait tort de croire qu'une ville, c'est pas vivant. Hein. Si je prends les plantes qu'ont beaucoup travaillé mes amis de Viginature, on a à peu près 7000 espèces de plantes en France. Il y en a 1000 dans Paris. Il y en a 1000, une sur 7 vit dans Paris. Donc, sauvage dans ma rue, c'est beau. Hein. C'est des choses qui sont absolument extraordinaires. On a absolument besoin de ramener du vivant en ville. Et je terminerai sur une information médicale. Dans The Lancet, ce n'est pas une revue écolo, The Lancet, c'est la plus grande revue médicale au monde, ils ont fait un travail en 2009 sur 40 000 personnes dans les îles britanniques, sur les grandes villes, et ils montraient que quand vous avez simplement accès à un parc pour vous promener quelques heures par semaine, vous n'avez pas du tout les mêmes maladies durant vos 30 dernières années de vie. Donc le bien-être de l'humain, il est lié aussi, bien sûr, à ce retour du vivant, à cette communion avec la nature qu'on évoquait tout à l'heure. Merci à tous les trois. Alors, face à ces enjeux, on l'a dit en introduction, la science peut agir. J'aimerais maintenant explorer avec vous ce que ça veut dire concrètement. Anne Deuzière, donc que ce soit par exemple le comptage des oiseaux, l'observation des plantes ou des coraux, les programmes de sciences participatives permettent d'organiser des collectes d'informations en se basant sur la participation du public dans une démarche scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Viginature, le programme dont vous êtes directrice, à quoi servent les connaissances récoltées par les citoyens et comment elles sont utilisées par les scientifiques? Donc Viginature, on l'a dit en introduction, c'est un programme du Muséum national d'histoire naturelle qui est un programme de sciences participatives. Les sciences participatives, c'est quoi? Ce sont des programmes de recherche qui proposent aux citoyens de participer à la récolte de données et de contribuer à la recherche en observant et en envoyant leurs données à des scientifiques. Alors pourquoi Viginature et pourquoi ces programmes-là? Aujourd'hui, face aux grands changements globaux, on a parlé du réchauffement climatique, l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, pour pouvoir comprendre en fait ce déclin et pour pouvoir le mesurer, on a besoin d'énormément de données à la fois spatialement, c'est-à-dire sur des larges échelles spatiales, et puis aussi dans le temps. C'est-à-dire que si on arrive à avoir des informations sur ces déclins, c'est effectivement parce qu'on a des longues séries temporelles. Et ça, si on se basait juste sur les chercheurs pour récolter ces données, on ne serait pas capable en fait, de produire ces résultats-là. Donc, on a besoin en fait, d'être très nombreux pour pouvoir récolter ces données. L'année dernière, vous avez peut-être entendu parler du déclin des oiseaux en milieu agricole. On parle de 30% de déclin, donc un tiers des oiseaux agricoles sur les 15 dernières années. Ça, ce sont des données, ce sont des résultats qui sont produits grâce au programme Viginature. Donc, ce sont des programmes qui s'adressent à tous. On a différents types de publics, aussi bien des naturalistes avertis que du grand public pour lequel il n'y a besoin d'aucune compétence particulière pour participer. On a aussi des programmes, et ça je pense que c'est très important pour les scolaires, donc à travers Viginature École, donc que les enseignants peuvent mettre en place directement dans leur classe.
Ça, je trouve ça, c'est un aspect qui est très, très important. La personne qui s'occupe de cette partie sur les scolaires au muséum, c'est un ancien enseignant et il s'est rendu compte quand il était en classe que quand il devait parler de biodiversité avec ses élèves, en fait, il avait toujours des exemples qui étaient très loin, qui étaient complètement déconnectés de la réalité du quotidien des enfants. Et alors que dans la cour, il y avait plein de choses à regarder, à observer. Et du coup, on propose, à travers l'observation et en participant réellement à des programmes de recherche scientifique, parce que les données, elles servent vraiment directement aux scientifiques, aux enfants de participer. Puis après, on a aussi des programmes pour les agriculteurs, donc qui vont permettre de mettre en lien les pratiques agricoles avec la biodiversité, pour les gestionnaires d'espaces verts aussi. Donc voilà. Et ça couvre effectivement, comme vous l'avez dit, tout un tas d'organismes, des oiseaux aux plantes sauvages des rues, en passant par les insectes pollinisateurs. Et donc chacun peut contribuer à son niveau à cette collecte. Et est-ce que, c'est vrai que quand on parle de sciences participatives, on pense souvent à la collecte d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres formes de collaboration aussi entre les chercheurs et les citoyens? Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal à Vigile-Nature. C'est vrai que c'est en grande partie cantonné à la récolte de données, à l'envoi des données aux chercheurs, et on travaille beaucoup sur comment impliquer les citoyens tout au long du processus de recherche scientifique, c'est-à-dire aussi sur les questionnements, et puis après sur aller jusqu'à l'analyse des données. Pour les questionnements, on organise des rencontres avec les participants, les gens qui participent déjà, dans lesquelles en fait, on va avoir à la fois des chercheurs qui présentent leurs résultats et qui vont pouvoir montrer directement à quoi ont servi les données récoltées par les participants. Et puis on va avoir aussi des participants qui vont pouvoir faire des retours, faire des suggestions sur ce qu'eux ils observent directement. Donc c'est vrai que les sciences participatives, on le vend en poupe en ce moment. Près de 50 000 personnes s'investissent chaque année dans ces programmes, un chiffre qui a plus que doublé depuis 2011. Donc vous qui êtes directrice d'un programme comme cela, comment expliquez-vous cette augmentation fulgurante? Alors 50 000 personnes, ça peut paraître beaucoup, en même temps c'est pas énorme. Il y a une enquête là, qui était sortie il y a 2 ans, il me semble, qui disait qu'en France, il n'y avait que 4% des Français qui savaient ce qu'étaient les sciences participatives, alors qu'ils étaient jusqu'à 50% à se dire prêts à participer à ce type de programme. Donc finalement, c'est beaucoup, mais pas beaucoup. À Vigile-Nature, on a à peu près 15 000 personnes qui participent tous les ans. Alors, je dirais qu'il y a... Je pense qu'il y a deux raisons à cette augmentation du nombre de participants sur ces 10 dernières années. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience dans la société des enjeux environnementaux et des enjeux autour de la biodiversité, et qu'on a de plus en plus de citoyens qui ont envie d'agir et de contribuer d'une manière ou d'une autre à la conservation de la biodiversité ou à faire avancer les connaissances pour mieux conserver la biodiversité. Je pense qu'il y a ce premier point. Et puis après, il y a autre chose qui a permis en fait cette récolte de données massive et cette participation massive, qui va être le développement des outils numériques, l'arrivée d'Internet et de tous les outils qu'on peut avoir de smartphones et de tablettes qui permettent à tous en fait de participer. Aujourd'hui, quasiment tous les foyers sont équipés d'Internet, et donc tout le monde peut participer, même au plus loin reculé de France, à ces projets-là. Merci. Donc on le voit, les sciences participatives sont une solution pour préserver la biodiversité. Je me tourne maintenant vers vous, Kim, pour en explorer une autre. Vous êtes donc expert des abeilles, vous êtes titulaire d'un doctorat en agronomie. Et pourquoi en fait avoir décidé de créer une entreprise sociétale? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mission et surtout pourquoi avoir choisi la forme de l'entrepreneuriat social? Bien, la réalité, c'est que quand j'ai terminé ma thèse de doctorat, on a identifié les facteurs principaux pour moi de la perte et de la mortalité des abeilles. Je voulais agir dessus, je viens de Belgique, je suis allé voir le politique en Belgique et j'ai dit voilà, on peut travailler sur ça, ça et ça, et on va contribuer, on va solutionner. Comme ça a été dit tout à l'heure, le politique, on est peut-être sur des mandats plus courts que la perspective de changer tout le système en termes de pollution, en termes de pesticides et en termes de biodiversité. C'est trop loin, c'est trop de travail, et donc ça ne s'est pas fait. Donc j'ai dit je veux agir. J'ai eu le choix
de créer une structure de petite non-profit, donc c'est-à-dire liée au subside malgré tout. Et c'était trop petit. Je n'avais pas le potentiel de créer ce que je souhaitais, parce que pour moi, le durable, c'est économique, environnemental et social. Et je voulais développer une structure qui était capable de créer de la valeur économique en préservant l'environnement et pas en le détruisant. Et c'est pour moi, ça, c'était l'entrepreneuriat sociétal. Et d'ailleurs, sociétal et pas social, parce que sociétal, pour moi, intègre au moins l'environnement et pas juste les gens. C'était l'ensemble. Donc j'ai décidé de créer Biodiversity et de collaborer avec mes abeilles pour quelque part mettre en place un système pour préserver l'environnement. Le système, clairement, c'est qu'on parlait de drones. Dans une colonie d'abeilles, vous avez 50 000 individus. Et elles vont, en fait, ce sont des drones naturels, et elles vont capter dans l'environnement 4 milliards d'échantillons par an. Et donc moi, je les analyse. Et je suis capable de vous dire dans votre environnement si vous avez des pesticides, des métaux lourds, d'autres polluants, et de vous faire une préévaluation avec un indicateur de biodiversité lié à cette abeille domestique. On fait la même chose avec les abeilles solitaires et sauvages. Et ce qu'on fait derrière, c'est qu'en fonction des résultats, on met des plans d'action ciblés sur ce qu'on a mesuré. J'ai identifié un pesticide, je vais être avec les agriculteurs pour solutionner le problème, de manière collaborative. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, je dis que c'est notre système qui est coupable et qu'on doit le changer. Problème de biodiversité, je travaille avec des écologues de terrain qui vont faire des aménagements, ou avec des groupes de citoyens qui vont faire des aménagements. Et à l'heure actuelle, on est à plus de 15 000 plantations par an dans 9 pays différents. Voilà. Vous dites régulièrement que, voilà, soucieux de ne pas laisser vos résultats de recherche au simple constat, vous avez donc fondé Biodiversity. Est-ce que vous trouvez en général que la science n'est pas assez mêlée à la vie citoyenne ou au monde économique ? La science est complètement mêlée aux citoyens et au monde économique. C'est plutôt comment est-ce qu'elle y est mêlée. C'est ça, pour moi, la grande question. Le citoyen, en général, il n'a pas accès directement à la science. Il y a toujours un intermédiaire, qui sont souvent d'ailleurs les médias, qui vont vulgariser l'information, et l'information que reçoit le citoyen, que vous recevez, est souvent biaisée. Un cas très concret, on m'avait interviewé pour les pesticides à l'époque, on m'a dit qu'en est-il des pesticides et des abeilles, et le scientifique va donner trop de détails en général. Il va détailler pour ne pas que ses pairs puissent le critiquer. Et j'avais dit, nous sommes capables de détecter 56 pesticides en HPLC, GCM, SMS, dans 4 matrices dans un laboratoire d'analyse des résidus en traces. Voilà. Et qu'est-ce qui était sorti? Jean Blou a trouvé 56 pesticides dans le miel. J'avais juste dit qu'on était capable de les détecter. Donc l'information, elle est biaisée souvent vers le citoyen. C'est la même chose pour la mortalité des abeilles. On parle surtout d'un ou deux pesticides. La réalité, c'est que le monde agricole est à changer. À côté de ça, vous parlez des entreprises. Les entreprises, c'est le comment aussi, c'est qu'ils utilisent la science, mais pas forcément pour l'environnement. C'est pour créer une valeur économique. Alors la réalité, comme je vous l'ai dit, pour moi, le durable, c'est économique, environnemental et social. On peut créer une valeur économique, mais en gardant un équilibre environnemental et un équilibre social. Et c'est ce qui, malheureusement, fait défaut lorsqu'on a la transition science vers le monde entrepreneurial. Merci. Je me tourne vers vous, Gilles. Est-ce que, donc là, on a vu effectivement 2 solutions, les programmes de sciences participatives et la forme plutôt de l'entrepreneuriat social. Est-ce qu'il y a d'autres choses, notamment du côté de la bio-inspiration, des travaux scientifiques qui pourraient permettre de renverser la tendance sur cette question de la biodiversité? C'est un autre argument qu'on développe beaucoup. Alors le muséum ne s'était pas beaucoup intéressé à ça, c'est parti. J'ai mis du temps parce que sciences participatives, j'ai accompagné le mouvement, ils avaient démarré sans moi. Par contre, la bio-inspiration, on a lancé ça. C'est quoi la bio-inspiration? C'est le fait, en fait, de mettre son arrogance de côté et puis d'aller regarder comment fait le vivant. J'ai écrit un petit ouvrage avec Thierry Marx, le grand chef cuisinier, là, qui s'appelle La stratégie de la libellule, il y a très peu de temps, sorti il y a 2 mois. C'est un guerrier, en fait, ce type, il sort des quartiers d'ici, très difficiles, et il apprend la vie chez les compagnons du devoir. Ensuite, il fait 50 commandos de l'infanterie de marine à Beyrouth, ça vous prépare quelqu'un à la vie, et il devient chef cuisinier. Le meilleur du monde, il est élu 2 fois meilleur cuisinier du monde il y a 3 ou 4 ans, et il a un symbole, la libellule. Parce que les samouraïs japonais, il y a 1000 ans, s'étaient rendus compte que ce petit insecte apparemment si fragile, sait tout faire, sauf il ne va jamais en arrière. Et ça, pour un guerrier, c'est génial. Vous avez des guerriers qui ne reculent jamais, donc c'est magique. Donc il est le totem, l'emblème, hein, le combo, ils appellent ça au Japon, des guerriers japonais. Et donc Thierry est beaucoup allé, puisqu'il est dernier dan d'aïkido, kendo et judo, donc il apprend les sports de combat, et il écrit ce petit bouquin sur la libellule. Et moi j'avais beaucoup travaillé sur la libellule dans le cadre de la bio-inspiration. Qu'est-ce qu'elle fait, ma libellule? Elle a 9 techniques de vol. J'étais récemment sur un porte-hélicoptère en Méditerranée, en opération avec la Marine nationale. J'aurais dit, il est ridicule votre hélicoptère. Vous savez combien il coûte? Il est ridicule quand même. Hein, 9 techniques de vol, des capteurs de vol absolument incroyables. Elle voit à 360 degrés, 300 images à la seconde. Elle encaisse 30 G en accélération.
Hein, je vous mets dans un manège là, à Bruxelles, vous allez voir à 4G comment vous serez, vous vomissez votre 4 heures. Hein. 30G, un pilote d'hélico à 6G, il est à haute le type. Et puis, eh ben, un nombre de battements à la minute, et elle a un squelette en résiline qui est absolument fabuleux. C'est magique. Et ça marche depuis 345 millions d'années. C'est un peu la base pour expliquer ce qu'est une libellule et ce qu'est le biomimétisme. Au lieu de les détruire en mettant des pesticides partout, comme on le dit tous les trois depuis tout à l'heure, allons voir comment elle fait. Comprenons comment elle fait. On travaille sur des guêpes, on va rester dans l'entomologie avec des amis de Tours. Elles ont des capteurs à des niveaux de précision qui sont effarants. On s'est dit, mais pourquoi le vivant a inventé ça? Parce que c'est tellement effarant qu'on n'en a pas besoin. Si! On a trouvé une araignée qui attaque à une vitesse absolument incroyable, dont la guêpe a besoin pour s'occuper de l'araignée. Vous avez une crevette sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui s'appelle la crevette Bang, qui vit dans le Pacifique. Son attaque se fait à la vitesse d'une balle qui quitte un canon de fusil. Le vivant est allé jusque-là. La musaraigne, petite musaraigne, c'est tout moche, c'est génial, sauf qu'elle peut monter à 1400 battements à la minute. 1400 battements à la minute. Idem pour le petit colibri. Tout ça qu'on va regarder. On est effaré par ses performances. Le cachalot, il tient 1h40 en apnée, il descend. Il revient en surface, une aspiration, il redescend 40 minutes. Ça ridiculise tous les plongeurs apnéistes, en fait. Hein. En fait, ils sont au top de leur développement dans le cadre d'un écosystème particulier. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est comprendre comment ils font pour s'en inspirer. Je préfère le terme de bio-inspiration au terme du biomimétisme. On ne copie pas le vivant, on s'en inspire. Et l'exemple le plus banal, c'est notre ami suisse, Bernal, qui était parti un jour avec son chien, et son chien revient couvert de graines de bardane. Vous savez, l'herbe qui colle, là. Alors la bardane, c'est génial, parce qu'elle s'accroche au poil du chien et elle se décroche. Si elle ne décroche pas, elle finit dans la machine à laver, la graine de bardane. Hein. Donc c'est pas bon, ça. Hein. Donc elle s'accroche au chien et elle se décroche. Et il regarde comment ça se passe, il fait de la microscopie électronique là-dessus, il voit comment marchent les micro-crochets, il sort le scratch. Il a fait une fortune incroyable. Le scratch, c'est ça. Vous vous rappelez les post-it aussi, les trucs qu'on met là? Je colle, je décolle. Je colle, je décolle. Pour un type qui va inventer de la colle, c'est une catastrophe, ce truc-là. Ça se décolle tout de suite. Mais c'est génial. Et tout est à l'avenant, en fait. Hein. Par exemple, le train le plus rapide du monde, le Shinkansen au Japon. Vous savez que le Japon, c'est une succession d'îles. Donc le train rentre dans des tunnels en permanence. Il fallait un train ultra rapide. Alors on va s'inspirer du meilleur CX qui existe dans la nature, le bec et la tête du martin pêcheur. Hein, quand il descend, il est dans l'air et dans l'eau. Que s'il remue l'eau, le martin pêcheur, il ne bouffe pas, c'est terminé, le poisson il s'est tiré déjà. Hein. Donc ils font ce train, malheureusement horriblement bruyant ce train. Donc ils vont faire une double bio-inspiration. Qui est capable de descendre à ces vitesses-là sans faire de bruit? Un rapace nocturne, un hibou. Le hibou, s'il fait du bruit, il ne bouffe pas non plus. Il y a belle lurette qui ne serait plus là, nos hiboux, hein, si jamais ils avaient fait du bruit. Donc on va recouvrir le train d'une substance qui est complètement inspirée, bio-inspirée des plumes de hibou. On a le train le plus rapide du monde et le plus silencieux. Tout est comme ça là-dedans. Des vitres auto-nettoyantes, inspirées par exemple des feuilles de lotus. On a des cas qui sont absolument fantastiques. Des ailerons, des pales d'éoliennes inspirées des ailerons de baleines. Je pourrais vous en donner comme ça pendant 3 jours. Donc la bio-inspiration, c'est ça. Comprendre comment fait le vivant et s'en inspirer pour inventer des technologies avec une règle essentielle. Le vivant fait tout avec une grande parcimonie d'énergie. Or, nous, on gaspille l'énergie partout, on fait du verre à 1800 degrés. J'ai une petite éponge de Méditerranée qui fait du verre à 20 degrés, transparent, incassable, génial. Et sans aucune énergie. C'est aussi un système où le vivant n'invente jamais, on parle des pesticides depuis tout à l'heure, tous les 4, une substance qui ne s'est pas dégradée. On a inventé 150 000 molécules depuis l'année 50 qui nous empoisonnent tous les jours. On ne sait pas les dégrader. J'étais en Arctique récemment, les oies de l'Arctique qui n'ont jamais vu d'humain sont remplies de pesticides, pas les actuels, ceux qu'on mettait sur les champs dans les années 50. Donc le vivant n'invente jamais une substance qui ne s'est pas dégradée, le vivant fait tout avec très peu d'énergie, le vivant innove pour tout le monde, y compris pour les pauvres. Et enfin, ce qui est génial dans le vivant, c'est que jamais il va maximiser les systèmes et les profits. Le vivant optimise en permanence. Et j'arrive à ma conclusion, qui est proche de ce que tu disais tout à l'heure, Kim. Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête? Cette économie suicidaire actuelle, qui consiste à faire du profit en détruisant le vivant, en le surexploitant. Et ça, la nature sait le faire. Donc inspirons-nous d'elle, la bio-inspiration. On a 400 entreprises avec nous au centre du CE Bios à Paris aujourd'hui. Les Allemands ont mis beaucoup de moyens là-dedans, les Japonais et les Américains aussi. Beaucoup de recherches militaires, hein, ça ne peut pas être toujours très vertueux. Les militaires, ça fait longtemps qu'ils s'intéressent au biomimétisme et à la bio-inspiration. C'est ça.
Donc, sens participatif, c'est génial parce qu'ils sont partout et tout le temps, nos participatifs. Nous, on n'arrive pas à faire ça, comme disait Anne tout à l'heure. Et la bio-inspiration, amener le monde de l'entreprise sur un terrain vertueux de développement de technologie, sans perte d'énergie, sans empoisonner les gens, sans gaspillage et très efficace. Et pour ça, il faut regarder comment on fait le vivant. Merci beaucoup, Gilles, pour cet état des lieux sur la bio-inspiration. Donc on entre dans la troisième partie de la table ronde. J'aimerais maintenant explorer avec vous trois comment chacun de nous, en tant que citoyen, on peut s'engager auprès des scientifiques pour contribuer à préserver la biodiversité. Kim, votre entreprise Biodiversity porte une volonté de fédérer l'ensemble des acteurs concernés par ce sujet. Vous rassemblez ainsi une communauté de scientifiques, d'entreprises, d'agriculteurs, apiculteurs, citoyens. Et justement, qu'est-ce que vous proposez aux citoyens qui veulent s'engager à vos côtés ? Il faut savoir que dans notre projet, il y a quand même, on parle d'argent malgré tout, parce qu'il faut, voilà, il faut en vivre, il faut pouvoir se le développer, l'étendre. Je travaille essentiellement en termes de clients avec des entreprises, des municipalités. Toutes les autres personnes sont des bénéficiaires. Donc en fait, pour moi, donc les citoyens, comme les agriculteurs, les apiculteurs sont des bénéficiaires. Maintenant, les bénéficiaires, comment est-ce qu'ils peuvent agir ? Et ils doivent agir, en réalité, parce que lorsqu'on a dans l'environnement des pesticides, il faut savoir que quand je mesure ce qu'on appelle par exemple du méthiocarbe sulfoxyde, eh bien, c'est des antilimaces. Énormément de citoyens les utilisent et on les retrouve nous, dans l'environnement. On a aussi la notion d'herbicide. Donc les gens qui dans leur jardin ont des pavés, l'herbe pousse, énormément de personnes utilisent des herbicides pour les éliminer. Ça impacte la biodiversité, on parle de plantes, herbicides, ça tue les plantes. Donc l'action de chacun est importante. Maintenant, le grand problème, c'est que les gens se disent souvent, je leur dis par exemple, vous avez un jardin ou même une terrasse, mettez un peu de végétation locale. Rien que pour l'environnement, c'est intéressant. Alors, beaucoup de gens me disent, c'est pas parce que je mets 2 mètres carrés que je vais changer le monde. Mais si tout le monde dit ça, alors personne ne fait jamais rien. C'est pour ça que je vous dis que j'ai 15 000 plantations réalisées avec mes partenaires. On commence à faire un mapping et on géolocalise tous les endroits où il y a des plantations. Alors c'est vrai qu'une seule personne, quand elle a commencé toute seule, ça ne représentait rien. Maintenant, on commence à sommer tout ça, on continue à mesurer et on voit l'impact qu'on amène sur l'environnement. Alors je dis souvent, les problèmes de société qu'on a maintenant, la mortalité des abeilles, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, c'est des énormes problèmes, c'est des océans. Et bien moi je dis qu'un océan, pour arriver à un océan, on a besoin de toutes les petites gouttes ensemble pour solutionner. Donc la solution est également un océan et c'est tout le monde ici qui peut y contribuer. Chaque action est importante. En fait, personne n'est important seul. Nous, on n'est pas important non plus sur ces thématiques. On est là pour en parler, on est là pour relayer, pour que chacun puisse agir. Merci. Anne, je me tourne vers vous maintenant sur les programmes de sciences participatives. Comment en fait ça se déroule concrètement un programme de sciences participatives ? Quelles sont les parties prenantes et en tant que citoyen, est-ce qu'il faut avoir des connaissances au préalable ou on peut s'engager comme ça ? Alors déjà on a effectivement un certain nombre de suivis qui sont pour les citoyens sans avoir aucune connaissance préalable nécessaire sur la biodiversité pour participer, avec des outils pédagogiques qui vont aider à pouvoir reconnaître les papillons sur son jardin, les escargots, les oiseaux, les insectes pollinisateurs. Ce qui est important à dire quand même, c'est que quasiment tous nos observatoires ont été co-construits avec des partenaires associatifs, la plupart du temps des associations naturalistes ou des associations de protection de la nature, et qui vont avoir un rôle très très important dans l'animation de ces communautés d'observateurs. Donc à la fois au niveau national et puis aussi au niveau local pour accompagner les participants dans des formations, les accompagner sur le terrain. Je vais prendre l'exemple d'un suivi. Je prends l'exemple du suivi, le SPIPOL, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Alors, ce n'est pas forcément le suivi le plus facile à réaliser, mais en même temps, c'est vraiment un suivi sur lequel on a des résultats qui sont géniaux. Voilà. Donc, au départ, donc, Gilles était président à cette époque-là du muséum, quand ça a été lancé. Elle était ministre à l'époque, Chantal Joanneau. Elle était venue avec nous le lancer au Jardin des Plantes. Et il y a eu des retours de scientifiques très très virulents qui alertaient le muséum de ne pas se lancer dans ce genre de programme qui était de la pseudoscience. Et donc au départ, on a eu de la part vraiment des collègues scientifiques et puis aussi du monde naturaliste une grosse inquiétude de mais attendez, vous allez confier le suivi des insectes pollinisateurs à des gens qui n'y connaissent rien. Bon, aujourd'hui, on a plusieurs publications scientifiques et des très belles grâce à ce suivi. Donc c'est vraiment, on a pu montrer l'intérêt de ce suivi. Alors pour participer,
il faut un appareil photo. Et le principe, c'est d'aller faire des collections de photos d'insectes pollinisateurs. Donc il faut choisir une plante en fleurs. Et pendant 20 minutes, il va falloir collectionner tout ce qui vient se poser sur les fleurs de cette plante en fleurs. Donc ça peut être les insectes, mais aussi s'il y a des araignées qui viennent. On a même dans nos collections des escargots, des choses comme ça. Et puis après, il va falloir prendre les photos, choisir une photo par espèce ou forme d'espèce, et puis on va recadrer, et après on va essayer d'identifier les différents insectes qu'on a. Pour ça, il y a des outils en ligne, une clé d'identification en ligne qui va permettre, en regardant certains critères, de pouvoir arriver à une identification et à mettre un nom sur l'insecte qu'on observe. Et donc, on va pouvoir dire la couleur de l'insecte, la forme, la taille de ses antennes, en fonction de ce qu'on observe et ce qu'on peut voir sur la photo. Et puis comme ça, on va pouvoir donner un nom. Alors parfois, on va arriver jusqu'à l'espèce. Il y a on va pouvoir donner vraiment un nom d'espèce. Puis parfois, on va arriver dans un groupe qui vont être les mouches difficiles à différencier. Donc, on n'est pas toujours jusqu'à l'espèce. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a mis des noms, et puis les photos sont envoyées au muséum. Et puis après, il y a des spécialistes qui vont pouvoir regarder les photos et pouvoir dire s'il y a des erreurs ou pas, aider les participants. Ce qui est vraiment super dans ce programme-là, c'est qu'il y a une vraie communauté en fait qui s'est créée autour de ces photos, et que si vous participez, j'espère que certains d'entre vous le feront, quand on poste sa première collection de photos, tout de suite, c'est pas les chercheurs du muséum ni les animateurs de l'association LOPI qui animent ce programme-là qui vont venir, c'est les autres participants qui vont tout de suite venir dire bienvenue et aider, tiens, là tu t'es trompé, mais t'as qu'à regarder ça et ça. Et on se rend compte qu'on a des participants qui sont devenus vraiment des spécialistes, et sur ce qui est très très rare en entomologie, sur plein de groupes différents, et on a des gens qui sont devenus des super spécialistes et qui maintenant participent aussi à vérifier les photos et qui prennent un nouveau rôle dans le programme. Donc on a vraiment une communauté de participants, et puis des participants qui communiquent entre eux, qui se connaissent tous, qui ont organisé des rencontres pour faire du spipole ensemble, qui s'auto-dénomment les spipoliens. Et quand on organise aussi des rencontres avec les chercheurs et les participants, les gens se connaissent déjà par leur pseudo et connaissent déjà. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'est construit autour de ce programme-là, et puis qui produit des résultats vraiment inédits, parce qu'on a comme ça des données sur l'ensemble des insectes pollinisateurs, et ça c'est vraiment un beau programme. Et si on veut s'inscrire au programme Viginature, on va sur le site web, et comment on fait pour s'inscrire? Alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont pris, j'avais laissé des plaquettes. Donc, effectivement, il y a un site web Viginature sur lequel on va pouvoir retrouver l'ensemble des différents programmes. Et puis après, on va avoir des sites dédiés pour chacun des programmes pour participer, avec la description du protocole, comment est-ce qu'on fait, les outils pour pouvoir nous aider à participer. Et puis après, si on a des questions, on peut poser aussi des questions aux chercheurs qui vont nous répondre. Merci. Toujours sur les sciences participatives, Gilles, vous êtes l'auteur d'un rapport sur le sujet remis au ministère de l'écologie en 2012, et vous participez aussi à de nombreuses conférences comme celle qui nous réunit ce soir pour sensibiliser le grand public à ce sujet. Est-ce que vous avez observé une évolution des mentalités et des pratiques du côté des citoyens, et aussi, dans les deux sens, quelle relation développer avec les scientifiques, citoyens scientifiques, pour approcher justement sciences-société sur ces sujets? C'est une vraie question. Dans les sciences participatives, je m'étais beaucoup demandé quand j'ai fait ce rapport, c'est Chantal Joanneau qui me l'avait commandé, et je l'ai remis à Nathalie Kosciusko-Morizet. Elles avaient changé de ministère à l'époque. La question, c'est qui va chercher qui? On s'est beaucoup posé la question avec Romain. Est-ce que c'est le chercheur qui fait un appel au peuple en disant aidez-moi? Parce que le gros intérêt par rapport à nous, Anne a bien dit, ils sont partout et tout le temps. Ils passent leur vie à être dehors et à regarder. Donc pour nous, c'est super précieux. Alors que nous, même si on bosse 20 heures sur 24, on n'est pas partout et tout le temps. Ou alors, est-ce que c'est le chercheur fait appel au peuple, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vient de la rue, d'une entreprise, nous voir en disant écoutez, j'ai besoin de faire quelque chose? On a connu les deux. Et ce qui est très fondamental quand même, et ça on l'a bien vu au niveau avec Romain, c'est que c'est facile de séduire. Séduire, moi, c'est pas difficile, je séduis.
Après, il faut fidéliser. Et ça, c'est autre chose. Moi, je l'ai vu sur des participatifs que j'adore en France. C'est Tela Botanica. C'est les meilleurs botanistes qu'on ait en France aujourd'hui. Ce n'est pas les gens du muséum, les meilleurs botanistes. Hein. Ils sont là. Ils sont 15 000. Ils sont à Montpellier. Ils ont revisé toute la flore française. Ils connaissent toutes les plantes. Ils savent à quelle orchidée on va la trouver, à quel moment on fleur à tel endroit. Et ils me disaient, on a 3 inscriptions par semaine et entre 1 et 2 désinscriptions. Ça veut dire que la clé de la réussite, c'est la confiance mutuelle. D'abord, ce sont des sciences, donc il faut un protocole de départ. S'il n'y a pas de protocole, on ne peut pas parler de science. Un protocole. J'adore ce qu'a raconté Anne tout à l'heure, parce que People, c'est magique, hein. Et ce n'est pas la plus facile. On n'a pas beaucoup parlé de la mer aussi, ça existe aussi dans l'océan, hein, ce qu'on fait là. On fait avec les plongeurs sur les plages en Bretagne et puis en Méditerranée, bien sûr. Hein. Donc ça veut dire qu'avoir un protocole, se mettre d'accord dessus, et surtout sans arrêt se voir, échanger. Et pour ça, on a un mot-clé, restitution. Si vous voulez garder avec vous ces 1000 gens que vous avez séduits, vous leur restituez de la meilleure forme possible les résultats. Et ça, c'est un métier qu'on a appris au muséum. Ce n'est pas tellement évident au début. Hein. C'est vital. Si vous voulez garder les gens, restituez. Il faut les former au début. Donc, on forme quelques spécialistes qui, après, reforment les collègues. C'est ce que tu disais à l'instant, Anne. Hein. Ils se reforment entre eux. On a fait des inventaires des communes. Chaque commune de France doit un inventaire de sa biodiversité sur son territoire. Et croyez-moi que ça marche parce que les gens savent, par exemple, qu'il y a un grillon, on va rester sur l'entomologie, hein, ou bien un petit crustacé, par exemple, qui vit que chez lui. C'est magique. Le premier type qui va venir le chercher, il va se faire accrocher à une fourche. Hein, parce que c'est chez moi, dans mon jardin, je vais trouver un truc que le voisin n'a pas. Ça plaît beaucoup aux Français. C'est plus français que belge. Hein. Les Français sont beaucoup plus intéressés. Papillon de mon jardin, c'est magique ça. Ou papillon de ma prairie, parce que je vais trouver un truc que n'ont pas les autres. Hein. Alors que des trucs plus généraux, on s'intéresse beaucoup à la phénologie, par exemple, moi en pays catalan, la vigne. À quel moment vous récoltez votre premier raisin? À quel moment vous ramassez votre premier pruneau à Agen, par exemple, hein. Mais ça, bon, alors que les trucs de mon jardin, de ma prairie ou de mon bord de mer, c'est génial. Donc ça, c'est très important de trouver la relation sociale entre le scientifique et puis l'amateur, très éclairé. Et quand on fait des publications, ben, il faut les associer aussi. On a fait des papiers superbes. Alors, on a fait des papiers grand public, mais on a fait des papiers aussi, tout à l'heure, Anne disait très justement, superbes. On montre que nos oiseaux, par exemple, ont fait en 18 ans 33 km vers le nord, et nos papillons 114. Et ça, si ce n'est pas de la science robuste, hein, il y a eu 15 000 personnes qui ont participé à cette histoire-là. 1,5 million d'heures d'observation. À quel labo peut se payer ça, en fait, hein? C'est grâce à tout ça. Une confiance mutuelle entre des scientifiques qui sortent de leur labo, qui vont voir les gens, et des gens de la rue, qui ont envie de devenir effectivement collaborateurs et participatifs. Et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Anne. Vous savez, sur les descriptions d'espèces aujourd'hui, quand on regarde tout à l'heure, tu disais très justement, on connaît 2 millions d'espèces, 1,3 million d'insectes. Aujourd'hui, 55% de tout ce qui est décrit en espèces nouvelles est fait par des non-professionnels. Vous voyez que le rôle est absolument essentiel. On décrit en ce moment en Europe 700 espèces nouvelles. 100 en France par an, 100. C'est-à-dire qu'il y a tous les 3 jours, on découvre en France, hein, dans un pays qui est apparemment assez connu, une espèce nouvelle. Alors l'espèce nouvelle, c'est pas qu'elle est apparue la semaine dernière, hein. Une espèce qui était déjà là depuis toujours, mais qu'on apprend à décrire parce qu'on la reconnaît, on la différencie d'une autre. Et ça, ce sont des participatifs, on ne peut pas faire ça. Hein. Et c'est là effectivement que le muséum a eu son rôle parce qu'il a une image de neutralité que n'aurait pas eu un grand institut de recherche comme le CNRS, par exemple, encore moins les universités, parce qu'il faut que ce soit fait par des gens qui ont une réputation. Puis aussi, on a les collections nationales, ça nous aide quand même pas mal aussi, bien sûr, pour faire ça. Mais bien sûr. Hein. Merci. Une dernière question pour conclure la table ronde à vous trois. Voilà, on a vu que la science avait beaucoup de solutions à proposer. Comment valoriser les résultats de la recherche sur le terrain et surtout permettre à tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les citoyens, pour mettre la science au profit de la préservation de la biodiversité. Le partage, être capable de partager ces informations. Les informations restent souvent dans des articles scientifiques qui sont d'ailleurs souvent dans des langues étrangères. Elles ne sont pas accessibles pour tout et tout le monde. Maintenant, je pense que ce qui change, c'est que de plus en plus d'articles scientifiques sont ce qu'on appelle maintenant open access. C'est-à-dire que les gens maintenant, avant, devaient payer pour avoir ces articles scientifiques. Maintenant, les gens, de plus en plus, les ont de manière gratuite. Et puis ensuite, il faut le transfert, la vulgarisation. Et des structures de vulgarisation sont importantes, mais une vraie vulgarisation et un vrai transfert de l'information qui ne soit pas biaisé. Voilà, je crois que ça, c'est important si on veut pouvoir faire changer les choses au niveau de la relation entre le scientifique et les différentes parties prenantes. Je
je reviens sur ce que Gilles a dit tout à l'heure. C'est vrai que on voit dans les sciences participatives, il y a un énorme besoin de restitution, de retour aux participants qui ont participé, mais en fait pas que, à l'ensemble de la société, même aux gens qui ne participent pas. On fait ces retours-là. Là, nous, dans l'équipe Viginature, par exemple, depuis 2 ans, on a un journaliste scientifique qui fait partie de l'équipe et qui anime un blog, qui va être aussi sur les réseaux sociaux, qui va être présent dans des conférences aussi. Et ça, c'est vraiment aussi des choses qui sont importantes, d'aller porter les résultats et porter les connaissances de tous, ce qui se produit dans les laboratoires, pour que chacun puisse en emparer. Il faut revenir au rôle du scientifique. Il est payé par l'État, donc il doit rendre quelque chose à la société. Et c'est vrai que vous en avez qui ne quittent pas leur laboratoire, parce qu'il y a des sciences. Quand vous travaillez au CERN, par exemple, à Grenoble, sur un accélérateur de particules, et que vous faites de la physique de haut niveau pour déterminer, par exemple, des nouveaux éléments du tableau de Mendeleïev, moins il dure longtemps, plus il coûte cher de mettre en évidence ces trucs. Ça, c'est la science fondamentale, c'est difficile à raconter au grand public. Par contre, au niveau du naturalisme, c'est absolument essentiel. Il faut qu'on sorte de nos labos, qu'on laisse les gens venir dans nos labos, et ça marchera sur la confiance qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça relance le débat aujourd'hui, philosophie, écologie, parce qu'il y a quelqu'un que j'admirais énormément, je n'ai pas été Thierry Marx, mais c'est Edgar Morin. Edgar Morin a eu, il y a 15 jours, il a eu 98 ans. Écoutez-le. Il était en débat à Montpellier jeudi dernier, on va mettre le 7 mars 2019 à Montpellier, sur un débat sur la question suivante: est-ce que la controverse scientifique est utile au dialogue public? C'est super intéressant comme question, en fait. Et il montre comment ce type, c'est l'homme qui a inventé la pensée complexe, hein, c'est un des meilleurs penseurs qu'on ait jamais eu, vous explique effectivement comment cette complexité-là, on va l'approcher. Et c'est là que le monde politique est un peu court-circuité, parce que c'est beaucoup trop compliqué pour qu'ils le comprennent. Et surtout, notre boulot à tous les trois, c'est de comprendre des choses horriblement complexes et de les raconter avec des mots simples. Et pour le faire ça, il faut avoir super bien compris des choses très difficiles à comprendre. Donc il y a un vrai effort intellectuel. C'est le rôle du scientifique. Après, c'est pas lui qui prend les décisions. Après, hein. Il est là pour éclairer le monde politique dans la décision. C'est pas à nous d'aller prendre. Par contre, je pense qu'on n'est pas assez écouté. Ça, c'est clair aujourd'hui. Hein. On le voit dans les débats qui, en ce moment, se passent un petit peu partout. Donc, redonner confiance à la science, ramener les filles à la science. Aujourd'hui, je le vois très bien. Dans les sciences biologiques, il y a des femmes. Je fais cours à l'agro, aux médecins et puis aux vétérinaires. J'ai 3/4 de filles aujourd'hui. Mais elles sont où, les filles, en physique? Elles sont en mathématiques? Je m'étais battu à un moment pour le contrôle aérien. Je m'intéressais beaucoup au contrôle aérien. Où sont les jeunes filles chez lesquelles on dit en seconde, elles font d'excellents contrôleurs aériens, bien meilleurs que les garçons? Et là, il y a une vraie question d'éducation. On ne pourra pas réharmoniser l'humain avec cette nature sans les femmes. C'est tellement évident. Il faut être un mec pour croire qu'on peut faire le contraire, en fait. Hein. Donc c'est là qu'on a un vrai débat, de vraies questions qu'il faut mettre en place. Nous, on forme beaucoup d'étudiantes filles au muséum, mais elles ne sont pas au poste clé d'établissement. Quelle femme a présidé le muséum en 4 siècles? Il n'y en a pas une seule. Une seule. Donc c'est des vraies questions quand même qu'il faut se poser. Donc c'est là qu'il faut changer absolument notre système. On a dit nous devons changer parce qu'il faut un nouveau type d'économie. Il faut beaucoup plus de respect pour ce qui n'est pas humain. Et pour ça, il faut retrouver aussi l'harmonisation entre tous les systèmes. Je terminerai sur Buffon, en fait, qui disait, c'était Linné. Vous savez, Linné invente la classification binominale, c'est-à-dire un genre, une espèce. Canis, canis, hein, Apis mellifera, Escherichia coli, Homo sapiens. Alors, il nous appelle Homo sapiens en 1758, alors qu'il a déjà appelé des trucs atrox, férox, horribilis, horridus, nous on les appelle sapiens. Quand je regarde les relations entre les garçons et les filles aujourd'hui, puis entre les humains et les non-humains, je doute très fort que c'est les mots qui me seraient venus à l'esprit. Et dans l'ego monstrueux qu'avait effectivement Linné, il dira un jour, Dieu a créé, Linné a organisé. Donc on a quand même des gens qui ont encore un ego comme ça aujourd'hui. Ben ça, il faut que ça change. Merci à vous trois pour ces échanges. On arrive à la fin de la table ronde. On va maintenant passer aux questions dans la salle. Alors, le rappel des règles du jeu, je vais vous demander de poser des questions assez courtes pour permettre à chacun dans la salle de poser sa question. Donc, on va avoir un micro qui va passer dans la salle. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour nos intervenants? On en a une. Hop, je mets mes lunettes juste devant. Oui, bonjour. Donc, par rapport à l'agriculture, en fait, donc j'ai fait des études dans ce domaine-là, mais plus du côté administratif. Et je me demandais quel est l'impact des semences hybrides dans la biodiversité.
Quelqu'un pour répondre à cette question? Sur l'histoire des semences, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas continuer un système actuel en gardant tous les mêmes semences pour tout le monde. Hybrides, bon, effectivement, comment ils ont été... La question, c'est comment quelque chose qui a été sélectionné et bricolé par des humains, le vrai endroit de confrontation, c'est quand ça revient dans la nature, bien sûr. Hein. Là, on va inventer, on va faire du clonage, on veut recréer une espèce de grenouille qui a disparu en Nouvelle-Zélande. Le vrai juge de paix, c'est quand la grenouille en question sera remise face à d'autres. C'est pareil pour les semences hybrides. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête ce système de semences où on interdit effectivement les semences paysannes et les semences qui sont produites par des producteurs. Ça, c'est clair. Et je ne comprends pas comment tous les régimes politiques, droite et gauche, ont gardé ça, en fait. Hein. On met le système vivant entre les mains de quelques grandes compagnies. Et les hybrides sont là-dedans, effectivement. Mais l'effet direct, on l'avait vu sur les papillons, par exemple, ça avait été travaillé aussi sur certaines molécules. Bon, c'est vrai qu'il y a des effets. L'effet, il n'est pas forcément immédiat, mais souvent, en écologie, c'est souvent comme ça. Hein, ça se produit sur une période un petit peu plus longue. Mais c'est pareil, ça fait partie du reste. Encore une fois, pour moi, ça n'a pas de sens si ça revient à diminuer la biodiversité. Ça veut dire que dès qu'on fait ça, eh bien, tout le monde va avoir la même, dans toutes les conditions possibles. Et au premier clash qui va arriver, qui va forcément arriver, un climat qui change, une sécheresse très longue, eh bien tout le monde est logé à la même enseigne. C'est le cas de la bactérie en ce moment sur les oliviers italiens. On travaille sur un clone, il n'y a pas de diversité. Donc c'est pareil, c'est la même démarche. Ne faisons rien qui effectivement amenuise la biodiversité. Si on veut garder à la nature la capacité à réagir quand ça change. Et en ce moment, ça change beaucoup. Hein. Si je peux me permettre, moi ce que je pense, c'est la grande difficulté, c'est l'usage qu'on fait des choses. En fait, je suis mal placé parce qu'on parle d'hybride, je suis un peu hybride entre un Vietnamien, une Française, et je suis né en Belgique. Donc quelque part, je suis un peu hybride, donc je ne peux pas rejeter tous les hybrides. Mais ce qui est important ici, c'est quel est l'usage qu'on en fait. Si on est capable de faire un hybride qui va pousser dans le désert avec 3 gouttes d'eau et on peut nourrir des enfants, je ne vais pas dire que c'est mauvais. Donc c'est à nouveau l'usage qu'on peut en faire. Voilà. Ici, par exemple, l'abeille, parce que je connais très bien l'abeille disparaît. On sait qu'il y a une maladie qui est très importante. On recherche la race d'abeille qui est résistante à cette maladie. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la solution. Si on a une race d'abeille qui est résistante aux maladies, elle n'est pas résistante à toutes les autres. Donc je pense que les hybrides peuvent être utiles, mais c'est juste quelle est l'utilisation qu'on en fait. À partir du moment où on fait des plants, où on a breveté une partie d'un gène dans cette plante, et que si maintenant quelqu'un d'autre a cette plante chez lui parce qu'il y a des croisements de pollinisation, on va aller l'attaquer. Là, il y a un problème d'usage et c'est plus ça. Je pense que de toute façon, le fait qu'il y ait cette diversité, et les hybrides font partie de la diversité en soi, on ne peut pas forcément dire que c'est négatif. Il y a eu un cas récemment, vous vous rappelez la crise du riz nain en Inde en 2007, le dwarf rice. En fait, c'est le CIRAD qui a fait le travail, les Français. Ils ont testé 6323 variétés de riz. C'est un virus qui est arrivé, en fait, hein, pour trouver des riz résistants au virus d'une vallée perdue de l'Himalaya. C'est bien, ils ont sauvé le riz. Maintenant, elle fait une grande partie des millions de kilomètres carrés de culture de riz. Est-ce que c'est bien? Donc, vous voyez que chaque fois, il faut garder une diversité maximale. Et je pense que les hybrides procèdent dans la même démarche, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Oui. Bonjour. Merci déjà, parce que j'ai appris plein de choses. J'ai une question, en fait. Donc, vous parlez de la nature. Donc, j'ai bien compris que l'être humain, c'est la nature, qu'il y a les animaux, qu'il y a les végétaux, qu'il y a peut-être le minéral, on n'en a pas vraiment parlé. Pour moi, tout ça, c'est vivant. J'ai une vision assez spirituelle, en fait, de tout ça. Et j'ai une question, en fait. Donc, on voit bien que c'est l'être humain, en fait, qui détruit. Moi, j'ai une question, c'est donc la nature, si on enlève, hormis l'être humain, va-t-elle se laisser faire? C'est-à-dire que, voilà. Donc ça, je voudrais avoir un point de vue. Deuxième question, en fait, qui est directement dedans, c'est au niveau le temps qu'on a, où on en est. Et puis, petite question, en fait, c'est l'impact des ondes. Voilà. Si je peux commencer, je n'ai aucune crainte pour la nature, honnêtement. C'est parce qu'on en fait partie, on fait partie du règne animal. J'ai des craintes pour l'humanité plus que pour la nature. La nature, on parlait tout à l'heure, on a beaucoup cité d'exemples d'insectes, mais il y a des insectes qui sont capables de respirer quasiment du soufre. Il y en a qui vivent à des températures très élevées, il y en a des températures très basses, vous les mettez au congélateur, vous les ressortez du congélateur, ils vont continuer à vivre. Donc je pense que
la nature survivra à un moment ou à un autre. Nous, on risque de ne pas survivre. Sauf qu'on fait partie de cette nature, que par exemple j'ai des enfants, que moi les générations futures, j'ai envie de leur laisser quelque chose de qualité et qui puissent être en harmonie avec finalement en équilibre. Moi c'est le mot que j'utilise souvent, mais être en équilibre. Je fais une activité, j'essaye qu'une fois que je suis parti, j'ai laissé en équilibre le site où j'étais. Et je pense que si c'est ça en fait, et le problème c'est qu'on est en phase de retour vers un équilibre, c'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on souhaite faire, mais il faut pouvoir le mettre en place. Donc je ne suis pas défaitiste en soi pour la nature, c'est plus pour nous, hein, en réalité. Le problème, c'est que le monde vivant, c'est d'abord des bactéries. Hein. Ce n'est pas les éléphants, ce n'est pas les abeilles non plus. C'est les bactéries. Hein. Elles sont partout. Elles sont là bien avant nous, elles sont là sur nous, elles seront là bien après nous, de toute façon. Donc, quand on dit l'humain va détruire le vivant, je suis entièrement d'accord avec Kim. J'en ai incapable. Par contre, les éléphants vont partir avec nous, les girafes vont partir avec nous, les abeilles peut-être. Donc, c'est là qu'il y a une vraie question. En fait, dans la nature, il y a forcément le monde minéral que vous évoquez, puisque le vivant se construit sur un monde antérieur qui était là auparavant. Il y avait un monde minéral. Hein. Tout à l'heure, il y avait du vent. Est-ce qu'un cristal de quartz ou une pépite d'or est vivant? Pas du tout. Mais ça a contribué. Pourquoi est-ce que nous avons dans notre sang, tous ici dans la salle, on a je ne sais pas s'il y a un médecin, 140 millimoles de sodium, 4 millimoles de potassium. Ça, c'est le monde minéral sur lequel s'est construit le vivant. Et les vivants utilisent tout ça, bien sûr. Hein. Donc, effectivement, il y a une relation. Juste pour terminer sur le minéral, on connaît à peu près 5000 espèces de minéraux sur la Terre aujourd'hui. Tout à l'heure, on a dit 2 millions d'espèces vivantes. Moi, je pense qu'il y en a 20 millions. Donc, on ne connaît que 10%. Sur les minéraux, 5000, c'est beaucoup moins. Eh bien, les 2 tiers de ces minéraux n'existeraient pas sans la vie. C'est quand la vie a inventé la photosynthèse et qu'il y a eu la grande oxydation que ces minéraux sont apparus, des calcites, des vatérites, des aragonites. Donc, les relations avec le minéral sont intimes. Sur la question des ondes sont forcément actives aussi sur des êtres vivants, bien évidemment. Depuis longtemps, on sait ça. Quelles ondes? C'est la question qu'il faut regarder. Bonsoir, Karina, merci pour vos merveilleux partages. Alors, moi, je suis une super néophyte qui veut faire ma part. Voilà, petit colibri. En même temps, j'ai entendu que la méthode des pots du pas, c'était peut-être pas ce qu'il y avait, que ça allait pas révolutionner le monde, mais à mon échelle, c'est ça que je peux faire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai mon CCP en permaculture et j'ai la chance d'avoir un jardin de 300 mètres carrés à côté de la gare du Mans. Et mon challenge à moi, c'est de sauver la biodiversité dans mes 300 mètres carrés. Donc je rêve de créer une forêt comestible, c'est déjà ce que j'ai fait, donc gentiment ça pousse là depuis 2 ans. J'ai ma maison à hérissons, qui pour l'instant n'accueille aucun hérisson, mais je rêve, j'ai découvert qu'il y avait SOS hérissons à Angers, donc je vais aller les cambrioler pour aller rencontrer mon hérisson chéri. Sinon, j'adorerais inviter un porc à la maison, tellement ils sont intelligents et on les maltraite, mais on m'a dit que c'était pas une bonne idée dans les 300 mètres carrés, qu'il fallait que je reste un peu réaliste. Alors j'aimerais bien inviter 3 poules que je sauverai de l'abattage. Et j'ai aussi 4 ou 5 maisons à oiseaux. J'ai des mangeoires, j'ai fait un super bassin pour la biodiversité qui plaît énormément aux chats du quartier. Mais comme je suis une super néophyte aussi, j'avais envie que vous me donniez des idées. Qui est-ce que je peux encore inviter dans mon super jardin? Merci. Il a l'air chouette ce jardin, ça donne envie d'aller le visiter. Hein. Alors, pour nourrir tous ces insectes, il y a tous ces organismes, il y a peut-être déjà dans le jardin, mais je pense que les choses qui sont importantes, c'est de laisser des zones, on va dire, au naturel, de laisser pousser, de laisser de pas tondre, de laisser des espaces où on coupe pas, de laisser les orties pousser, de laisser les ronces, le lierre. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes parce qu'on n'y pense pas forcément. Nous, c'est ce qu'on voit sur nos observateurs de papillons. On a beaucoup de gens en fait qui ont changé leur pratique parce les gens sont toujours contents de voir des papillons dans leur jardin. Sauf que pour nourrir les chenilles, on a besoin d'orties. En fait, on a besoin de plein de plantes qu'on n'avait pas pensé forcément à garder dans son jardin. Quand on voit un papillon, on pense d'abord à ce que l'adulte va manger. On se dit il y a besoin de fleurs pour butiner, mais en fait, il y a aussi toujours besoin pour le cycle de vie complet
des insectes, d'avoir les plantes hautes pour nourrir les larves. Et donc ça va être des choses importantes. Après, il peut y avoir il y a plein d'assauts qui proposent des tutoriels pour mettre en place des murs de pierres sèches pour accueillir des insectes, il y a plein de solutions. Et pour la petite note peut-être plus scientifique, mais il existe des bases de données avec des plantes qui disparaissent dans certaines régions, les plantes sauvages. Donc il est possible d'aller de se ressourcer là et de dire tiens, dans ma région, qu'est-ce qui disparaît progressivement, qu'est-ce que je peux remettre, essayer de réhabiliter sur la zone et en faire effectivement encore plus loin, aller un peu plus loin que sur le côté alimentaire, aller sur le côté vraiment sauvage avec des plantes qui existent ou d'autres choses qui existaient et qui peut-être n'existent plus. Il existe des banques de graines aussi. Ça vaut la peine peut-être d'essayer dans cette voie-là. Maintenant, par contre, par rapport à ce que vous avez dit, le step by step et le petit pas, face à des gros problèmes comme ce qu'on a maintenant, ça ne sera que par du step by step et petit pas. Je crois qu'on doit avoir une vision à 20 ans, voire plus loin. Si on a une vision, pour l'instant, nos visions sont trop courtes. Dans tout ce qu'on fait, on veut la rapidité, on veut tout changer très vite. C'est pas comme ça qu'on va réussir à changer. Il faut déjà une vision beaucoup plus loin et de se dire chaque action réalisée est un pas en avant. Je crois que ça, c'est important. Donc, je préfère quelqu'un qui me dit je ferai des petits pas et petits pas et petits pas et je le ferai longtemps que quelqu'un qui me dit je vais essayer de faire un grand pas et qui, la plupart du temps, ne le fera pas. Non, moi, en fait, tout ça. Nicolas Hulot, en partant, a dit ça. Il a dit, c'était très fort, c'est le 28 août dernier. Il dit, en fait, on avance trop à petits pas. Et Jean-Marc Fontcave, qui est professeur au Collège de France, lui répondait dans Le Monde le lendemain, en disant, on ne peut pas ne pas faire autre chose qu'avancer à petits pas. Parce qu'il y a les impacts sociaux aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, en fait? On a voulu faire des choses sans voir les impacts sociaux, sans en parler avec les gens, sans discuter. Et on finit par les persuader de choses qui sont très délétères pour eux-mêmes. Et c'est très compliqué maintenant de s'en sortir de cette histoire-là. C'est vraiment pas simple du tout. En plus, on les méprise, c'est encore pire. Donc vous voyez que c'est vraiment un problème de dialogue. Tout à l'heure, on avait ce triangle social, économique, écologique. C'est vraiment important. Et si on ne met pas à l'avance, avec ces petits pas, le dialogue social, ça ne marchera pas non plus. Sur les limaces, par exemple, parce que vous avez certainement des limaces, il faut commencer par pas mettre effectivement de produits anti-limaces, on est bien d'accord. Hein, et aucune molécule chimique sur la parcelle que vous avez là, ça c'est essentiel. Après, c'est variable selon les régions de France, là où on est. Votre hérisson, de toute façon, s'il vient un jour, il repartira, parce que ça se balade beaucoup, les hérissons. Sinon, il faut mettre une barrière autour pour qu'il ne ressorte pas. Alors, vous le garderez quelques temps, vous serez amoureuse quelques temps, puis il ira voir quelqu'un d'autre ailleurs. Peut-être que vous en aurez un autre qui va revenir avec le changement climatique, c'est possible. Hein. Une question, oui, allez-y. Oui, bonsoir. Eric, je suis ingénieur environnement. Et je voulais savoir, l'année prochaine, il y aura une COP de la Convention sur la biodiversité. Et c'est censé être une COP très importante, qui est censée être l'équivalent de la COP 21 du climat pour la biodiversité. J'aimerais savoir si vous, dans vos métiers et au quotidien, vous sentez qu'il y a une certaine mobilisation pour cette COP et qu'il y a, qu'il se passe beaucoup plus de choses parce qu'il y a certaines attentes. Et justement, qu'est-ce que vous attendez-vous de cette COP ? La COP biodiversité ou climat, là ? Biodiversité. Beaucoup, elle va être en Chine. Hein. Donc, sur la COP climat, parce qu'on a vécu la Pologne, ça a été fade partout. Le climat était fade, des gens étaient fades, les discussions étaient fades, le ciel était fade, tout était fade en fait. Or, c'était quand même effectivement, la COP l'an dernier, c'était 3 ans après Paris. Donc, pour la COP climat qui aura lieu, non pas au Brésil, puisque le fou qui a été élu au Brésil, là, il ne veut pas de COP, vous comprenez bien pourquoi. Hein. Donc, c'est le Chili qui a relevé le gant et qui fera la COP 25 climat. La COP biodiversité, effectivement, en Chine, on en attend beaucoup. Hein. Et on va avoir au même moment, en 2020, en France, donc le congrès mondial de l'IUCN, hein, qui est une époque très importante. Là, on va avoir fin avril l'IPBES. L'IPBES, c'est l'équivalent pour le climat, pour la biodiversité. Donc, c'est fin avril en France, à Paris. Et la grande COP biodiversité Chine, on en attend beaucoup, oui. Le monde chinois semble effectivement mobilisé. C'est une vraie question, on va voir comment ça se passe, mais c'est vrai que quand on va en Chine, on se rend compte que ces questions-là préoccupent beaucoup les gens. Hein. Parce qu'ils sont dans une situation qui est dramatique. Thomas Pesquet me disait, le seul pays que j'ai pas pu photographier durant mes révolutions autour de la Terre, c'est la Chine, pas parce que c'est interdit, mais elle est infotographiable, parce qu'elle est sous un nuage de pollution en permanence. Donc il y a une vraie question à lever là-dessus. On attend beaucoup, on verra comment ça marche. L'accord de Paris, oui. Vous savez, on a vu Nagoya au Japon avec les accords d'Aichi. Quand vous relisez Aichi,
moi, ça reste quand même très peu pragmatique, ça reste beaucoup utopique, et on a dit des choses qu'on sait très bien qu'on ne va pas réaliser. Donc ça veut dire que... Mais on nous alerte sur le climat, c'est clair que le rapport qui est sorti là il y a quelques semaines, que vous pouvez tous lire, hein, il est sur Internet, nous dit quand même que chaque dixième de degré compte en fait. Hein. 1,5, c'est pas comme 2, et là on est parti au niveau financier sur un 3 ou 4 degrés. Hein. Donc ça veut dire que c'est pareil pour le vivant et la biodiversité. Il y aura d'autres rapports de la IPBES cette année. On attend beaucoup effectivement de ce que la Chine pourra organiser sur le vivant, comme on attend effectivement des Chiliens qui refassent quelque chose au niveau de la COP21 sur le climat. Donc on la prépare effectivement, hein. UICN et Chine. Ouais. Je vais vous donner mon avis moi aussi sur ces conférences. Je trouve qu'elles ne sont pas assez efficaces. Voilà, parce que je fais des reviews de la presse aussi. Et à chaque fois qu'il y a des grands colloques comme ça, internationaux, sur des grosses thématiques, vous allez voir un mois après, des magnifiques plans, des magnifiques stratégies. Il y a toujours un article qui suit qui est comment on finance. Systématiquement. Des belles idées, super, des vrais plans. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on finance. Alors la question qui m'était posée, pourquoi l'entrepreneuriat sociétal? Parce que je pense qu'il est possible de changer le modèle en créant de la valeur économique et en préservant l'environnement. Et parce que si vous faites ça, vous êtes capable de toucher une entreprise. Je peux donner le cas concret. Je mesure la qualité de l'environnement pour des entreprises qui ont un besoin de mesurer l'environnement et je le fais avec la nature. D'accord ? Donc c'est là, quelque part, j'utilise, je collabore avec la nature pour amener un service. Et donc, ça parle, by the way, je préserve mes abeilles. Mais il existe d'autres systèmes. En entreprise, par exemple, pour l'instant, on parle de beaucoup de burn-out, de dépression. Je vous donne des cas très concrets. Je mesure l'environnement dans des entreprises parce qu'ils appréhendent de polluer. Ils ne polluent pas. Mais mon indicateur biodiversité me montre qu'ils ont un vrai problème de biodiversité. Je leur demande de planter. Ils me disent, écoutez, monsieur Nguyen, je comprends ce que vous voulez, mais ce n'est pas mon core business. J'appréhendais de polluer, je ne pollue pas. Très bien. Parfait. Le problème, c'est que j'ai une vraie frustration qu'il n'y ait pas de plantation. Donc, parce qu'ils n'ont pas un vrai intérêt financier quelque part sur cette activité. Je développe depuis maintenant pas mal d'années avec plusieurs universités, dont en France, des aménagements bien-être où l'aménagement végétal, dans la structuration, la sélection des plantes, permet de limiter les effets de certaines maladies, comme Alzheimer, Parkinson, ce que je vous ai par le passé. Et maintenant, on aborde d'autres pathologies comme le burn-out, la dépression, le bien-être en entreprise. À partir du moment où vous augmentez le bien-être en entreprise, que vous limitez le burn-out et la dépression, vous augmentez l'efficience au travail grâce à des aménagements végétaux. Pour une entreprise, elle ne pense même plus à l'environnement, elle pense juste au fait que économiquement, elle s'y retrouve. Il faut savoir que derrière ça, j'ai planté les plantes que je souhaitais planter. Donc en fait, on a développé des aménagements bien-être, utiles pour une entreprise, mais qui ont un effet multibénéfice parce que ça permet d'améliorer l'environnement. Et je crois que c'est un parmi d'autres, mais c'est dans cette réflexion-là qu'on peut quelque part financer l'amélioration de l'environnement. Les modèles qu'on a maintenant, qui sont beaucoup politiques, c'est difficile de faire changer en fait, l'ensemble des parties prenantes parce que c'est des beaux plans, mais qu'on n'a pas l'argent. C'est pour ça que le subside est souvent derrière. Et le subside, on ne le donne pas pour tout. Je pense qu'il y a d'autres choses qui doivent être financées, notamment au niveau humain, en termes de subside. Oui, donc mon grand âge me permet de dire, par exemple, que avant les années 50, tout le village s'était précipité lorsqu'une femme en pantalon est passée pour dire que le modèle masculin a gagné. Pour autant, bon. Pour dire aussi par rapport à ce que dit M. Boeuf, le rapport homme-femme, il y a aussi le rapport mâle-femelle. Les abeilles féminins, il y a l'abeille sans deux LE masculin, il y a les hérissons et les hérissons. Est-ce qu'il y a aussi une approche sexuée des espèces sexuées? Alors, je dis encore une petite observation. J'ai assisté à une réunion il y a quelques années avec une prof d'ailleurs de je ne sais pas quel domaine qui montrait que le XX et l'XY, ça faisait que 2-3% ou 1%, je ne sais plus, sur 40 ou 50 trucs qu'on a, mais ça avait une influence sur 30% des organes, dont le cerveau. Et qu'elle avait du mal à développer ces résultats scientifiques au nom de l'égalité homme-femme. Voilà. Donc il y a aussi ce problème des espèces sexuées. Est-ce qu'il y a une approche qui tient compte de la sexualité des espèces dans la biodiversité? Évidemment. Pourquoi le sexe a été inventé par la nature? Vous avez jamais posé la question, à quoi sert le sexe? Quand je fouille jusqu'au bout avec mes étudiants, la réponse c'est pour nous débarrasser de nos parasites. Voilà pourquoi on fait du sexe. Les mâles ne servent absolument à rien. Il y a énormément d'espèces qui se débrouillent très bien sans mâles, des grenouilles, des insectes. Il n'y a que des femelles.
Elles savent se débrouiller entre elles, les garçons ne savent pas faire ça. Et on fait des garçons au moment où ça va mal. Hein, on commence à être contaminé, il fait trop chaud, on manque de flotte, on fait des garçons. Et là, on multiplie une capacité à résister au changement. Parce que le sexe a un gros avantage, les individus sexués sont plus résistants que les pas sexués, parce qu'ils ont effectivement un patrimoine du père et de la mère. Mais globalement, il y a un tas d'espèces qui se débrouillent très bien sans sexe, il y a des tas de poissons qui se débrouillent sans sexe, des grenouilles aussi. Donc le sexe, il coûte cher en énergie. Vous savez que c'est compliqué le sexe, mais c'est quand même un système qui a été inventé pour le vivant pour créer énormément de diversité biologique. Et ça a commencé chez les bactéries. Hein. Le transfert latéral de gènes chez les bactéries, c'est du sexe. Alors, c'est pas branchant, hein. La bactérie verte et jaune qui échange un peu de gènes avec la copine d'à côté, vous grimpez pas au rideau. Hein. Mais c'est super puissant au niveau de la capacité à s'adapter. Et beaucoup d'espèces utilisent le sexe pour justement faire face à quelque chose qui change. Si finalement l'environnement n'avait jamais changé, on aurait pu se passer de sexe, finalement. Mais quand ça commence à varier, et l'homme contribue à ces changements, en ce moment, l'homme n'a comme jamais acté quelque chose qui fait que ça oblige le vivant à réagir. Et le vivant réagit souvent avec l'apparition de nouvelles espèces, par exemple. Donc le sexe, c'est une machine chez laquelle la nature a trouvé finalement quelque chose de meilleur que de ne pas en avoir, mais qui coûte cher en investissement. Alors après, effectivement, les interférences entre le sexe et le cerveau, bon, c'est super connu depuis très très longtemps. On n'a pas les mêmes comportements, on ne perçoit pas les questions de la même façon. Et ça, c'est un délicat et subtil système hormonal. Hein. Lisez un petit papier publié dans The Conversation, qui est une jolie revue. Abonnez-vous tous à The Conversation ce soir en rentrant. C'est gratuit, c'est génial. On tue les fake news. 2000 scientifiques français qui tuent les fake news. Et il y a un joli papier récemment sur la chimie du coup de foudre. C'est génial. Bah, c'est un subtil truc avec de la mélatonine, de la sérotonine, de la dopamine, tout ça se balade dans tous les sens, et c'est le coup de foudre. Et ça, c'est magique. Et ça revient à la question qu'on se pose souvent, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On va améliorer le système, on va améliorer le bonheur, on veut, pas à la place des gens, mais le faire avec eux, en prenant en considération des choses qui ne sont pas mercantiles, comme disait tout à l'heure Kim, très justement. Hein. Il faut préserver des choses qui ne servent à rien. Le nombre de choses qu'on a fait depuis ce matin qui ne servent à rien et qui ont donné du bonheur, ça change tout. Et moi, je mets les histoires sexuelles là-dedans. Oui, monsieur, oui. Mais c'est utile quelquefois, mais pas tout le temps. Je voudrais revenir au fait que nous allons être dans le monde beaucoup de citadins. Et actuellement, je suis en train de suivre un mouvement qui a démarré il y a quelques années, la biophilie. Et la biophilie, donc, c'est la reconnaissance par les industriels du bâtiment en particulier, de l'immobilier, qui construisent évidemment des grands sites et des grands immeubles, que le retour du vivant dans la ville est quelque chose de tout à fait important, parce que d'une part, ça répond aux besoins des gens. Bon, je renvoie au CIBI. Hein. Le CIBI, c'est le Conseil international biodiversité et immobilier. Et en ce moment, il y a le MIPIM à Cannes. Je sais qu'il y aura ou une conférence ou quelque chose sur ce sujet. Je crois qu'il y a 80 membres actuellement du CIBI. Alors, ma question, c'est est-ce que vous sentez ce retour de besoin du vivant dans les villes qui peut être combiné évidemment avec l'agriculture urbaine, enfin tout ce qu'on a dit. Et est-ce qu'il existe plusieurs mouvements de cela? Et y a-t-il une sorte de fédération? Parce que comment ça s'organise tout ça? Et pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, est-ce qu'il doit démarrer par le Muséum d'histoire naturelle, par exemple? Enfin, comment peut-on mobiliser? Bon, ici, d'ailleurs, c'est ce que fait SoScience et Hub Conférence, donc c'est très bien, mais on est un petit peu perdu, quoi, je trouve. Hein. Donc, comment peut-on agir? On fait beaucoup les architectes. Hein. Ouais, il y a de plus en plus de rapprochements entre scientifiques et architectes au laboratoire, par exemple, dans lequel je suis. On a effectivement directement des projets sur la végétalisation des bâtiments, que ce soit les toits végétaux ou les murs végétalisés, qui font intervenir des urbanistes, des architectes et des scientifiques qui travaillent ensemble sur ces questions-là.
parce que de la même façon que d'avoir des espaces verts en ville va permettre de réduire l'îlot de chaleur urbain, d'avoir des toits végétalisés, des murs végétaux, ça permet aussi une thermorégulation plus forte des bâtiments et du coup de faire de l'économie d'énergie. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont bénéfiques à cette végétalisation des bâtiments. Et puis en plus, ça va permettre effectivement de faire des corridors écologiques entre différentes, de casser un peu les barrières qui sont créées par le bâti en permettant le passage de certaines espèces à travers les villes. J'ai donné une conférence au CIBI sur la biophilie il n'y a pas longtemps. Je travaille sur un continuum qui est vraiment abeilles, pollinisateurs, biodiversité, diversité alimentaire et santé humaine. Mais il faut bien différencier quand même la biophilie qu'on a dans le monde de l'architecture et la biophilie en tant que telle. La biophilie, c'est vraiment normalement la relation que l'humain et le fait que nous apprécions la nature et qu'on s'y sent bien. En architecture, ça peut être aussi quelque chose qui s'apparente à de l'environnement, de la nature, mais qui peut tout à fait être en plastique. C'est-à-dire qu'il y a un phasage dans la biophilie. Il faut quand même faire attention que la biophilie, au niveau architectural, ne soit pas aussi un phénomène de mode. Je crois que ça, c'est un problème aussi. Donc, je pense qu'on doit garder une certaine distance par rapport à cela. Par contre, ça fait tout à fait partie de ce que j'appelais l'expérience de nature. Beaucoup de gens, j'étais étonné quand des gens me disaient « moi, aller en forêt, j'aurais peur ». Parce qu'ils habitent en ville. Par contre, si on les réhabitue progressivement dans les bâtiments, parce que là on parle dans le bâtiment, on ne parle pas en tant que tel de biodiversité malgré tout. Hein. Un pollinisateur ne peut pas rentrer et aller polliniser une fleur qui se trouve dans un bâtiment. Hein. On est vraiment sur vraiment de la sensibilisation des gens. Beaucoup d'études sont réalisées sur l'épuration de l'air, des choses comme ça. Ce n'est que des études pour l'instant, on ne peut pas encore dire que c'est efficace. Mais par contre, c'est une vraie mise en avant et une notion de bien-être pour les gens. Ça doit se coupler avec une activité à l'extérieur du bâtiment. D'office, on ne peut pas dire que ce n'est que ça, ou mettre 3 plantes dans un bureau et dire voilà, c'est de la biodiversité. Ça serait erroné. Par contre, c'est certain que la production alimentaire, l'urbanisation, avec l'urbanisation grandissante, on va retrouver du végétal à l'intérieur des villes. Parce que regardez, Sao Paulo, rien que Sao Paulo, si vous voulez alimenter la ville en aliments, c'est 4 heures de route en véhicule pour faire venir les aliments de l'extérieur vers l'intérieur. Ils sont obligés de repenser les modèles et la logistique en termes de production alimentaire dans les villes, voire dans les bâtiments. Comme c'est à Tokyo par exemple également. Donc je crois qu'il y aura un mixte entre tout ce qui est dans les bâtiments et ce qui sera à l'extérieur dans le futur, mais si ça contribue à améliorer le global, je trouve que c'est positif. On reste au Brésil, sur Rio, vous avez la forêt de Tijuca. Rio est la plus grande ville du monde avec une forêt tropicale au sein de la ville. Ils savent qu'ils ont, si la forêt s'en va, il ne reste pas énormément, il doit rester 75 hectares. C'est 4 degrés de plus et la ville de Rio devient inhabitable. Hein. Donc en fait, cette forêt tropicale, elle rentre absolument partout, elle est essentielle. Et pour revenir au biomimétisme, à la bioinspiration, on travaille sur une petite éponge calcaire de Méditerranée qui sait faire du béton. Elle fait du béton à 20 degrés, sans pression, sans température. Elle fait un béton qui est beaucoup plus léger que les bétons que font nos industriels. En plus, qui est plastique, ça veut dire que ce béton, il se déforme sur un tremblement de terre, il ne casse pas. Il revient à la forme initiale, et quand on détruit le bâtiment, on le composte. Il faut rêver un peu avec le biomimétisme, des histoires comme ça. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a encore des questions ? Oui, une petite question. Je suis très intéressé par la science participative et j'aimerais le pousser un petit peu. Vous avez parlé de l'exploration du vivant, les gens qui regardent les insectes, les libellules, peut-être les chauves-souris. Si on va sur quelque chose qui est un petit peu moins sympa, un petit peu moins attractif, comme par exemple mesurer des températures, des hauteurs de neige, des vers de terre peut-être. Tout ça sont des choses qui peuvent être intéressantes pour les problématiques à venir. Est-ce que vous avez trouvé des stratégies ou est-ce que vous faites des packages pour que les gens mesurent aussi des choses qui sont moins fun? Merci. Ouais, effectivement, en fait, notre nombre de participants est assez dépendant du côté sexy de l'organisme à observer. Effectivement, pour les vers de terre, on a moins de participants que pour les oiseaux. Ça, c'est clair. Alors, par contre, en fait, on se rend compte que le suivi des vers de terre, le suivi des escargots et des limaces, ça va être des choses qui vont super bien marcher avec les scolaires. Pourquoi ? Parce que c'est facile à observer, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder, qu'on peut prendre le temps d'observer. Donc on va, même si on a du mal à toucher le grand public, à l'inverse, c'est les suivis dans lesquels on a le plus de classes qui participent, bien plus que de suivre les oiseaux qui finalement sont beaucoup plus compliqués à suivre, parce que pour réussir à montrer à une classe un oiseau, l'identifier alors qu'il va s'envoler rapidement, c'est beaucoup plus difficile. Il y a ça, et puis après il y a un deuxième angle dont j'ai un peu moins parlé peut-être.
qui va être le travail qu'on fait avec les professionnels, notamment les agriculteurs ou les gestionnaires d'espaces verts, où là les objectifs, plus que de faire des... en tout cas, les motivations pour les participants, plus que d'aller enrichir ses connaissances sur les oiseaux, les papillons, ça va être plus de voir les liens entre nos pratiques, donc les pratiques du milieu agricole, et la biodiversité. Et là, du coup, les suivis sur le fonctionnement du sol, ils vont tout de suite toucher directement les agriculteurs. Et donc là, on va avoir des gens qui vont avoir envie de participer parce que leur objectif, il est différent. Il est vraiment d'essayer de comprendre comment leurs actions et leurs pratiques de tous les jours vont avoir un impact ou pas sur la biodiversité. Donc effectivement, on va avoir pour certaines catégories de participants on peut s'intéresser à des choses un peu moins sexy, mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément toutes les réponses. Et pourtant, c'est passionnant. Étudier les escargots, c'est absolument passionnant, mais c'est vrai que c'est moins facile. Les tiques, ça marche moins bien. Pourtant, il y en a dans ce... Merci beaucoup à vous pour vos questions. Pour conclure cette conférence, on va maintenant passer au sum-up. Pour résumer et élargir les perspectives de la conférence, donc je vais vous poser 2 questions à vous 3 pour terminer. La première, c'est si vous deviez résumer en une phrase le message principal que vous aimeriez faire passer ce soir, quel serait ce message? En une phrase. Merci. Non, je crois que c'est tous ensemble, tout le monde peut agir. Pour mon avis, c'est tout le monde peut agir et ne pas penser qu'il y a un coupable. On est tous coupables en fait, et tout le monde peut agir. On parle de pesticides, c'est exactement ce qui se passe avec les agriculteurs. On dit qu'ils sont coupables, mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un cas très concret. On dit il y a des pesticides, il faut les arrêter. Si vous êtes un agriculteur, on vous dit vous devez arrêter maintenant. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'il y a une famille derrière et qu'il doit aussi la nourrir. Donc il faut lui donner une alternative. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a des difficultés. Donc c'est tous ensemble et c'est step by step. Si on accepte de payer ce qu'on mange, l'une des plus grandes hérésies des 10 ans passés, c'est le low cost en matière d'alimentation. On se fout du monde. Si on paye les paysans décemment pour le travail qu'ils font, ils ne sont pas à 35 heures par semaine, hein, ils arrêteront les pesticides d'eux-mêmes. C'est vraiment une question sociale à ce niveau-là. Ils n'ont pas envie d'empoisonner les gens. On a eu des cas dramatiques comme la chlordécone à la Martinique, où là, on a tué pendant 150 ans des îles. Hein. Alors moi, ma phrase, ça serait de dire qu'il faut tuer 3 gros défauts de l'humanité. L'imprévoyance, le fait d'avoir été chercher le pétrole et les charbons sans se demander ce que ça allait faire 200 années après. L'arrogance, surtout masculine, l'arrogance, on l'a vu encore ce soir-là. Et puis, la cupidité, qui malheureusement est aussi masculine que féminine. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Non, mais je crois que ça a été dit. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. On peut tous faire quelque chose. Il faut tous en parler autour de soi quand on est convaincu. Et puis on a tous dans nos actions au quotidien des choses à faire pour changer nos modes de consommation, parce que ça passe par là, et nos pratiques. Et puis participer à Vigile Nature, c'est hyper important. Merci. Et ma deuxième question, c'est si vous deviez faire un cadeau à la salle, si vous deviez conseiller au public une personne à suivre, un livre, un film ou une association, pour aller plus loin, à qui ou à quoi donneriez-vous un coup de projecteur? Si vous ne connaissez pas, moi je vous conseillerais de vous abonner à La Hulotte. Je trouve ça, c'est un magazine qui est absolument génial et dans lequel on apprend des milliers de choses, et ça fait longtemps que ça dure, et c'est un ancien enseignant qui avait commencé par faire ça avec ses classes, donc c'est pas forcément très régulier, on ne sait pas trop quand on va recevoir le prochain numéro, et c'est drôle, c'est passionnant, et c'est plein de solutions aussi sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau individuel. Abonnez-vous à La Hulotte. Moi, je dirais un personnage, Edgar Morin, écoutez-le. Il arrive au siècle, là. Écoutez ce qu'il dit.
comment il râle après les politiques qu'il a mis en place. Cette jeune fille aussi a dit des choses. La jeune fille de l'autre jour, la petite suédoise, sur le climat. Écoutez ce qu'elle a dit, mot à mot, c'est génial. Et puis un livre que je voulais vous conseiller, c'est un livre écrit par un collègue du muséum, c'est pas un de mes livres, hein, c'est un livre écrit par, pour ça je tiens à le mettre encore plus en valeur, qui s'appelle Marc-André Sellos et qui s'appelle Jamais seul. Et qui montre que toute la biologie, toute l'écologie, toute l'évolution doit être revue aujourd'hui sur le symbole du mutualisme, de la symbiose, de la coopération, pas de la compétition. Il s'intéresse beaucoup, lui, aux mycorhizes des sols. Un arbre, c'est plus de biomasse, de micro-organismes associés que l'arbre lui-même et ses racines. Lisez ce livre, il est vraiment très très intéressant. Jamais seul. C'est vrai pour un corps humain aussi. Hein. Je vous dirais bien Biodiversity, mais alors ce serait pas bien. Mais en fait, on m'a demandé il y a quelques années de devenir fellow Ashoka. Donc des fellow Ashoka, ce sont des gens, des entrepreneurs sociétaux, qui ont envie de changer le monde. Honnêtement, qui ont envie de changer positivement le monde et avoir de l'impact d'une manière internationale. Il y en a 3000 dans le monde. Il y en a en France, il y en a en Belgique. Je trouve que vous pouvez les suivre. C'est sur des thématiques de notre société. C'est des gens qui veulent aller vers de l'avant pour les générations futures, sur des thématiques comme, ça peut être les femmes battues, c'est la potabilisation de l'eau en Afrique, c'est plein de thématiques sur l'environnement, mais c'est toutes des gens qui ont envie de changer la société, mais de manière positive et de manière collaborative. Donc je crois que les Fellow Ashoka, donc c'est une organisation vraiment intéressante. Ça vaut la peine de suivre ces personnes-là. Donc cette conférence touche à sa fin. Je voulais remercier chaleureusement nos intervenants d'être venus ce soir et nous avoir partagé leur point de vue sur le sujet. On peut les applaudir.